Monsieur le Président, chère équipe du JPEPO, chers participants, bonjour. Il y a un peu d'émotion. Je suis très honoré de pouvoir aujourd'hui évoquer l'histoire des quartiers populaires. Vous allez très vite vous rendre compte que finalement, ce qui est annoncé comme une conférence se révélera être un plaidoyer. Mais je suis tout à fait serein puisque le président de la République vient lui-même de dire que l'enjeu finalement est de rendre les habitants heureux. Je suis un historien qui représente un laboratoire, le Centre d'histoire sociale, qui est fondé en 1966 par Jean Métron. Jean Métron qui a cette qualité, qui est un instituteur de métier. Et Jean Métron, il a un pari fou à l'époque, dans les années 50-60, c'est celui de faire rentrer l'histoire ouvrière à l'Université de Paris. Il y parvient. L'histoire ouvrière va devenir l'histoire populaire, sous son égide. Il va créer notre laboratoire, il va créer une revue, Le Mouvement social, il va créer également un dictionnaire biographique, celui du mouvement ouvrier, mouvement social, qui réunit aujourd'hui plus de 220 000 notices des 100 grades. Or, parmi ces 100 grades, bien sûr, nombreux sont celles et ceux qui, finalement, connaissent leur élan, leur trajectoire dans ces quartiers populaires que vous allez arpenter et redessiner. Le CHS, donc mon laboratoire, s'est bien sûr porté sur cette question d'histoire sociale. La question sociale, au XIXe siècle, c'est la question ouvrière. La question sociale, au XXe siècle, c'est la question urbaine. La question sociale au XXIe siècle, c'est la question environnementale. Et ces trois déclinaisons du changement social, elles vont incontestablement interroger la part d'héritage. La part d'héritage, la part dans ces transformations de notre société contemporaine. Tirer les leçons de l'histoire et mettre en perspective l'histoire des quartiers populaires, c'est une voie essentielle pour répondre à des enjeux qui, cela a été rappelé par Jean-Baptiste, me semble-t-il, étaient inscrits dans la lettre de mission des quartiers de demain. Valoriser l'héritage, valoriser le déjà là. J'ajouterais valoriser l'histoire sociale de celles et ceux qui ont incarné la vie des quartiers populaires. Première réflexion que je vous livre, mais vous la connaissez, les quartiers populaires sont situés à la croisée de l'histoire des migrations. N'oublions jamais que le peuplement des quartiers populaires est intimement lié à l'histoire de l'exode rural, à l'histoire de l'entrée de la ville dans l'âge industriel. La civilisation urbaine, elle repose depuis le XIXe siècle sur cet attachement aux origines rurales des habitants des quartiers faubouriens et banlieusards. Elle se lie encore aujourd'hui dans le goût des citadins pour le pavillonnaire, pour la petite maison, et dans nos chers quartiers populaires, pour le jardin familial ou le jardin partagé. À l'origine des quartiers populaires, nous avons donc l'appel de la ville. À un moment où la ville entre dans cet âge des révolutions, ces quartiers populaires, qui sont situés à la périphérie des cités au passé séculaire, vont dessiner, cela a été dit par Monsieur le Président, des paysages, de nouveaux imaginaires, de nouvelles réalités sociales et politiques. On l'oublie parfois, mais les quartiers populaires sont nés de révolutions. Et la première d'entre elles, c'est la révolution urbaine. 13 millions d'habitants de la fin du Second Empire jusqu'à la Grande Guerre vont se diriger vers les villes, et singulièrement vers ce grand Paris en formation. 8 millions au cours de la seule période de l'entre-deux-guerres, et 20 millions durant le cycle des Trente Glorieuses, appelé aussi justement le cycle des 30 ravageuses, en raison de l'impact économique et urbain et environnemental que cette croissance continue a fait peser sur les villes et leur écosystème, soumis à l'épreuve de l'urbanisation anarchique et d'un capitalisme, affirmons-le ici, dévoreur d'espace et de ressources humaines et naturelles. En un siècle, les capitales parisiennes et régionales vont à la fois se densifier et s'étendre en repoussant toujours plus loin les limites des villes-mères.
devenus de véritables métropoles composées de quartiers composites et ségrégés. En France, du second XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, toutes les capitales régionales et leurs banlieues en formation connaissent une dynamique démographique aux intensités variables selon les contextes et les temporalités. Se dessine une France hiérarchisée des villes. Incontestablement, Paris, épicentre de l'haussmannisation, va se distinguer en concentrant l'essentiel de la croissance urbaine. Mais le président de la République le rappelait, cette France populaire est aussi une France des petites villes, des villes moyennes, où s'invente une nouvelle aspiration à vivre dans ces quartiers. Quartier épicentre des immigrations, quartier épicentre des révolutions, je le disais, urbaines, économiques, sociales et politiques. Avec leur entrée dans l'âge des migrations et des révolutions industrielles, politiques et urbaines, ces territoires de la périphérie, ces territoires des quartiers populaires sont ainsi devenus des fronts pionniers d'innovation, de modernité, mais aussi de solidarité et de naturalisation des différences originelles et culturelles. Une banlieue et des quartiers oasis pour les habitants, insistait la sociologue Catherine Burlen au milieu des années 1980, au moment où justement la crise des banlieues et des grands ensembles commençait à défrayer la chronique. Nos quartiers populaires sont incontestablement les lieux du discours anxiogène. Un discours anxiogène enraciné et sans cesse renouvelé. Depuis l'entrée des villes dans la modernité haussmannienne, cet ancrage au tournant du XIXe siècle de ces représentations, je pense notamment à celle des Apaches que l'historienne Michèle Perrault avait observées dans les années 1980. C'est le symbole d'une jeunesse délinquante et réputée criminelle et sauvage, à laquelle sont aussi associés très tôt, dans cette histoire des représentations des quartiers populaires, l'image des colonies d'étrangers peuplant ces périphéries des centres urbains. C'est donc l'urbaphobie qu'il faut ainsi combattre. L'urbaphobie a trouvé dans les quartiers des faubourgs et des banlieues populaires son territoire favori d'expurgation et de rejet au XIXe siècle, mais malheureusement encore aujourd'hui au XXIe siècle. Un territoire où se seraient réfugiés complotistes, anarchistes et ennemis d'une république qui cherche à imposer un ordre régalien, républicain. Des migrants indésirables, pour la plupart d'entre eux, devenus une catégorie d'action publique et une figure honnie du peuplement des villes. L'image des quartiers populaires, radicalisés et en passe de faire sécession, dès le XIXe siècle, la peur de la sécession de ces quartiers hante les esprits des élites urbaines. Cette représentation s'est très largement diffusée au sortir de la Grande Guerre et dans les années 20. Je pense à un ouvrage qui va marquer ses contemporains, c'est celui du Père Land. Le Père Land qui arpente lui aussi les quartiers populaires et qui, en quelque sorte, va définir un mot d'ordre, qui est celui d'évangéliser les habitants de ces quartiers populaires et d'enraciner l'Église dans des quartiers qui sont à l'époque déjà pressentis comme assujettis au péril rouge. Ce mot d'ordre dominant de l'Église est également celui d'une république qui a mesuré à quel point l'enjeu était celui de la pacification et de la mise en ordre. Une mise en ordre des villes refondée qui a trouvé, dès le XIXe siècle, ses corps intermédiaires, architectes, ingénieurs, hygiénistes, réformateurs sociaux et surtout ces élus du quotidien que sont les maires. Elle a aussi, cette volonté de mettre en ordre la ville, trouvé sa science et son école. Cette science sera l'urbanisme. Et son école, l'école des hautes études urbaines, créée en 1919 pour appliquer la première charte urbaine visant à imposer les premiers plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. Dans l'histoire des quartiers populaires, il y a aussi une histoire des frontières symboliques et physiques. C'est une réalité qui a marqué l'histoire urbaine et politique des quartiers. Mais ces frontières, vous le savez aussi bien que moi, ces frontières, elles ont certes scindé
les quartiers. Mais elles ne sont pas totalement immuables. Elles ont pu au contraire être transcendées lorsque les quartiers sont devenus des lieux d'expérimentation, d'innovation sociale, de création culturelle, d'agentivité appelée à se répandre bien au-delà du seul quartier. En quelque sorte, de la marginalité urbaine naît dans les quartiers populaires une nouvelle identité, pluriculturelle et brassée, mémorielle et mythifiée, qui insuffle du lien social, du consentement et de l'adhésion. De l'adhésion au cours du XIXe et XXe siècle à l'expérience du socialisme municipal, du communisme municipal, à ces expériences collectives qui font finalement de ces territoires aussi des lieux d'apprentissage et d'acculturation. Les quartiers populaires sont, on le sait, constitutifs des grands bouleversements de notre époque, urbains et économiques. Ce que l'on ne dit pas assez, c'est que les quartiers populaires ont pu aussi être des lieux de conquête, et une conquête qui comptera, celle de la fierté d'être d'ici. En effet, les stigmates de l'exil, de l'immigration du ventre et de l'exploitation, marqueurs des formes historiques et multiples de la relégation, ont aussi laissé place à la fierté du lieu. Un lieu plus radieux qu'on ne l'imagine, celui des quartiers, des faubourgs et des banlieues populaires. Annie Fourcault, une historienne qui a compté dans notre trajectoire, insistait sur l'avènement d'un patriotisme de clocher à base de classe qu'elle associait à cette histoire populaire et politique des quartiers populaires. Un patriotisme qui est source de reconnaissance dans ces quartiers refuges qui ont pu être de véritables sas d'entrée dans la ville et dans la vie sociale. Un patriotisme communal qui également deviendra un patriotisme de quartier. Cet attachement au quartier, finalement, traduit cette recherche d'ancrage. Parmi des migrants, qu'ils soient bretons, espagnols ou venus d'ailleurs. Cette revendication d'être d'ici, on la retrouve dans la littérature de témoignage, qui est florissante et suggestive, à l'image du récit de Cavana, enfant de la Ritaline augentaise, ou de la déclaration d'amour de Grand Corps Malade faite à Saint-Denis. Cet attachement au quartier fait écho, finalement, à un sentiment historique de relégation et de discrimination. Les quartiers populaires sont enfin un territoire du changement social, animé d'une revendication, la revendication d'égalité, que réclament les représentants des habitants des quartiers et communes depuis la fin du XIXe siècle. Nous sommes ici très loin de l'image du ghetto et du séparatisme. Les municipalités des villes populaires, dont leurs représentants sont aujourd'hui présents parmi nous, les municipalités des villes populaires vont très vite inventer de nouveaux modèles de gouvernement. Un gouvernement bien plus ouvert que celui des capitales, et vont transformer leur ville en laboratoire du social, en laboratoire de l'action politique, qui vont marquer l'histoire, la mémoire et la sensibilité des habitants de leur ville. Dans l'histoire des quartiers populaires, soulignons-le, le service public et le logement social constituent le capital de ceux qui n'en ont pas. Le témoignage de ces habitants nous rappelle ce qu'ont pu représenter dans leur itinéraire l'école, la colonie de vacances, l'habitation à bon marché, devenue le logement social, HLM, le centre de santé ou le conservatoire et le théâtre. Autant de politiques publiques qui vont démocratiser dans les quartiers populaires le droit à l'éducation, au loisir, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à la culture. Le bonheur est donc aussi dans les quartiers populaires. Il est même installé depuis bien longtemps, si l'on s'attarde sur les sources iconographiques et filmographiques qui mettent en lumière son histoire. Cette histoire, elle donne à découvrir la manière dont les habitants des quartiers populaires ont pu tisser entre eux, des liens sociaux et culturels, plus ou moins intenses et chaleureux, des liens qui définissent aussi
les contours de l'appartenance au monde des classes populaires d'origine provinciale, étrangère, coloniale ou postcoloniale. Depuis l'avènement des quartiers populaires, j'insiste sur ce point, les fêtes, qu'elles soient municipales, religieuses, associatives, communautaires ou politiques, elles ont su célébrer l'appartenance au territoire. Ces expressions du bien-être font oublier les redondances sémantiques et médiatiques de la désolation assignée aux quartiers populaires trop souvent. Elles soulignent surtout l'importance des sociabilités, qui aident à supporter les épreuves de la vie, dont l'une des plus rudes et durables fut sans conteste celle marquant la fin de l'âge de la ville industrielle et l'entrée dans celui de la désindustrialisation et la dévalorisation physique et symbolique des espaces populaires. Pour conclure, permettez-moi d'insister auprès de vous sur l'importance de la culture et de l'histoire. Pour mettre en perspective, et surtout offrir des perspectives, il me semble essentiel de porter toute notre attention à l'histoire ordinaire et intime des habitants, qui témoignent de la vie quotidienne des quartiers. Il nous semble essentiel de mettre en évidence la diversité des quartiers et des expériences historiques singulières et collectives de celles et ceux qui y ont vécu. Seuls les croisements des monographies peuvent rendre compte de cette diversité, des quartiers, lieux de passage et de sédimentation, lieux de ressourcement et d'hybridation, forgeant des identités diverses et mêlées, singulières et collectives. Ces quartiers ont été tout à la fois des creusets d'intégration dans la vie urbaine et sociale, dont la profondeur historique fut mise en lumière par l'historien Gérard Noiriel. Je terminerai par des invitations. La première invitation, déconstruire nos imaginaires désenchantés, nos représentations anxiogènes et univoques des quartiers. La deuxième invitation, porter une attention bienveillante à la force créative et inspirante des quartiers populaires, foyers depuis les impressionnistes qui les ont peints de la création culturelle et artistique. Permettez-moi de montrer quelques illustrations, elles m'ont devancé et c'est formidable. Celle de Robert Doisneau. Robert Doisneau, c'est justement cette image du bonheur en banlieue. Troisième invitation, écouter la parole des habitants et la porter au-delà du quartier. Parce que finalement, les véritables sachants, ce sont les habitants, et en particulier leurs enfants, qui arpentent quotidiennement les quartiers. On ne quitte jamais son quartier d'enfance. C'est ce que nous ont souvent dit les habitants d'Émile-du-Bois à Aubervilliers, que nous avions eu la chance de rencontrer dans le cadre de la fondation du musée du logement populaire. Ainsi, Béatrice Croisille nous dit en 2021, au sujet de sa chère maman, « Ma maman, c'était une banlieusarde. Quand on rentrait sur Paris, elle disait « Ah, chouette mes tours », précisant « Ma mère, sa vie, c'est la cité. C'était la vie. C'était sa vie, les 800. Elle connaissait tout le monde et tout le monde la connaissait. On ne quitte jamais son quartier. C'est aussi une vieille dame qui me le chantait. Il s'agissait de Josefa Torres, une arrière-grand-mère, la nôtre, qui avait pu penser les plaies du déracinement grâce à son quartier communautaire, la Petite Espagne. Un quartier qui à la fois la rattachait à son pays d'origine, mais un quartier également qui allait faire de ses 8 enfants des petits Français. Quatrième invitation, elle se révélera payante. Je vous invite à venir découvrir notre exposition « Banlieue chérie » au Palais de la Porteraie, Musée national de l'histoire de l'immigration. Vous y découvrirez que la centralité est aussi dans les quartiers périphériques. Je vous remercie.